Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Congrès extraordinaire du PRD, l'événement a eu lieu ce samedi à Porto Novo avec le chef de l'État comme invité surprise. Le point dans ce journal. Session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux ont démarré ce samedi par visioconférence. Cette 34e session marque la fin du mandat du président sud-africain à la tête de l'Union africaine. Aujourd'hui, 6 février, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales. Malgré les efforts pour mettre fin à cette pratique, elle n'a pas pu totalement être éliminée. Elle est, selon les experts, considérée comme une violation des droits humains. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. L'information a fait le tour depuis les premières heures de ce samedi. Galiou Soglo, fils de l'ancien président de la République Nicéphore Soglo et ancien ministre, aurait été agressé. Le procureur de la République du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi est l'invité de ce 20h. Aubert Kodo, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Avant d'aborder cette actualité, on va s'intéresser au Parti du Renouveau démocratique qui a tenu ce samedi son congrès extraordinaire à Porto Novo. Le parti a choisi Patrice Talon comme candidat à la présidentielle. Le chef de l'État a d'ailleurs été l'invité surprise de ce congrès. Les précisions de Jérôme Hongbo, Firmin Bassao et Brice Hongbo. Selon la conclusion des structures verticales et horizontales du Parti du Renouveau démocratique, la formation politique arc-en-ciel doit rester un aiguillon de la démocratie et œuvrer constamment à la sauvegarde de la paix. Le congrès extraordinaire se penchait sur la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 lorsque le restaurateur de la capitale dans ses attributs fait son apparition dans la cité des Haïnonvi. Le message du bureau politique est alors présenté à l'assistance devant l'invité surprise. Le bureau politique du Parti du Renouveau démocratique PRD, réuni le 6 février 2021 à Porto Novo, décide de soutenir la candidature du président Patrice Athanase Guillaume Talon pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Patrice Talon, en effet, a toujours été un partenaire politique loyal des Tchoko Tchoko et il l'a révélé. Juste après les premières années de fondation du PRD, j'ai été constamment aux côtés du président Mbeki pour soutenir le PRD. Le Parti du Renouveau démocratique, pendant une vingtaine d'années, s'est illustré comme un partenaire politique à distance vis-à-vis des gouvernements avant la rupture. Mais dès 2016, Maître Adrien Hongweji et les siens font preuve d'un soutien indéfectible contre vents et marées, une attitude fusionnelle.
qui émeut Patrice Talon. À partir du premier jour de mon investiture, jusqu'aux élections successives, nous avons fonctionné comme un père et un fils, plus que comme un frère et un frère, comme un père et un fils. Et le père ne m'a jamais marchandé son soutien, au point où la réforme les plus difficiles que j'ai souhaité engager pour transformer notre pays, pour régler nos difficultés, nos problèmes, nos faiblesses, nos travers, pour faire droit à nos travers, après une discussion difficile, le père définit toujours par me suivre. C'est une attitude fusionnelle. Même je te dirais, une attitude qui caractérise les relations père-fils. Mais les relations n'ont pas toujours été très bonnes depuis la réforme du système partisan, avec un noble objectif poursuivi. Si on veut développer notre pays, il faut qu'il y ait quelques grands partis politiques dans lesquels se fondent l'ensemble des acteurs politiques qui ont vocation à diriger le pays, qui ont vocation à décider de notre destin, l'éducation de nos enfants, de notre santé, de l'eau, de l'électricité, de tout ce qui concourt à notre survie, à notre vie, au développement. Si vous voulez dans un parti politique, pour décider de notre vie, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas décider comme vous voulez, parce que c'est de là qu'on va donner l'exclusivité de nous diriger. Nous allons poser les conditions qui vont permettre que les partis politiques nous dirigent convenablement. C'était ça, chers amis, ce qui a motivé la réforme. Pour Patrice Talon, le moment est venu de panser les plaies du Parti du Renouveau démocratique et relever le défi originel. Le défi, c'est de reprendre les ambitions du PRD et de les avoir comme objectif. Grand parti politique, susceptible de conquérir le pouvoir parlementaire, local, la majorité présidentielle et l'exercer. Le PRD ne doit pas se satisfaire d'être le faiseur du roi. C'est du passé, ça. Il faut que le PRD, dans son ambition, ce que moi je promouvoir, ait vocation à devenir un très grand parti politique d'affaires nationales, capable aux échéances électorales à venir de viser la majorité au Parlement, de viser la majorité des conseillers et des maires du Bénin et de viser les présidentielles. Cette décision unanime des membres de la direction exécutive nationale du parti, soumise à validation, va être portée et entretenue dans les états-majors de ce grand regroupement politique national. C'est sur une note de satisfaction que responsables et militants du PRD se sont séparés, convaincus d'avoir fait le bon choix pour l'élection présidentielle d'avril prochain, suivant les impressions de quelques responsables du parti. Tous les militants de toutes les structures de base, même des responsables religieux, des cultes qui sont à Port-Provo et dans les environs, ont été reçus. Et finalement, ils ont tous choisi. Et vous avez senti la sincérité avec laquelle il a parlé. Il nous a démontré qu'il est PRD. Il a démontré devant les militants. Il a été au fond du PRD depuis des années. Mais tout le monde ne pouvait pas le savoir. Mais il a eu le courage de le dire aujourd'hui. Ce processus que nous avons adopté n'est rien d'autre que le respect des dispositions de nos statuts, en l'occurrence l'article 89, qui précise un peu comment les choses doivent se passer lorsque nous sommes dans le cas de la désignation ou du soutien à un candidat à l'élection présidentielle. Et le groupe politique a entériné cette décision et l'a soumise au Congrès. Donc nous venons de finir le Congrès et à l'unanimité, cette décision a été acceptée. Et ça a été un succès pour nous. Regardez tout ce monde qui est avec nous ce matin. Ça veut dire que le PRD vit. Il vit, il vivra toujours. Il est haut, il est fort, il est grand.
il est toujours là. Quelles que soient les embûches qu'on aura, le PRD vivra toujours. Il est grand. Qui fera la promotion du PRD? Qu'il est ami, il est affilié au PRD. Il a été toujours un militant du BAC depuis le matin de bonne heure et qu'il sera toujours avec nous. Qui ne marchandera pas à son apport à ce que nous avons vécu depuis 2016. Il nous a dit qu'il voulait faire du parti un grand parti et non un parti faisant de roi. Il nous a dit en privé que c'était ça, l'essence même de ce combat. Ce n'est pas pour qu'elle détruise le PRD, c'est pour que le PRD renaisse. Et je viens de le dire aux populations. Je suis très heureuse. Les responsables du parti Union progressiste ont animé une conférence de presse ce samedi à Cotonou. Entre autres sujets abordés, la présidentielle d'avril 2021, le code électoral, le regard du parti sur le processus électoral. Tour à tour, les différents responsables du parti Union progressiste ont donné des explications aux journalistes sur ces sujets. Ghislain Poguet, Bernal Djobé. Face à la presse, les responsables du parti politique Union progressiste UP ont abordé plusieurs sujets du moment. D'abord, le processus électoral qui court actuellement. Notre pays avance. Vous constatez avec nous que l'opposition et la société civile n'en sont pas aujourd'hui à réclamer des choses aussi élémentaires en démocratie que des élections à bonne date. Nous nous réjouissons que la réforme du système partisan, pierre angulaire du système politique, fasse de grands pas en avant. Le choix du duo de candidats Patrice Talon-Mariam Talata faisait partie des préoccupations exposées par les hommes de la presse. À la dernière étape de désignation de candidature, les deux partis politiques représentés par le présidium étaient assis et une fois que la proposition de nom de la camarade a été soumise à eux par le président de la République, tous les participants, les membres du présidium des deux partis ont validé unanimement cette proposition. Ça veut dire que c'est une proposition qui est portée par les deux partis et cela ne donne à aucun parti le droit de revendiquer l'appartenance du président Talon à son parti. Le code électoral en vigueur exige aux candidats des parrainages. Comment ce sujet a-t-il été abordé au sein du parti Union progressiste? En réalité, 3 partis politiques ont officiellement saisi l'Union progressiste, le président de l'Union progressiste, et 5 personnalités aussi ont saisi l'Union progressiste en ce qui concerne donc le parrainage pour les élections. Suite à cela, 2 démarches ont été opérées par le président de l'Union progressiste, à savoir rendre compte aux élus de l'UP, les maires et les députés de la démarche donc de ces potentiels candidats. Et le parti nous a envoyé copie de cette réponse à nous, députés et maires, pour dire voilà, tel et autre parti, tel et autre candidat nous ont sollicité. Voyez avec eux en votre âme et conscience. Je sais par exemple qu'il y a certains députés qui m'ont appelé, qui disent Monsieur Aladati, mais nous avions l'intention de parrainer le duo démocrate, mais jusque-là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Et nous sommes parlés, ça nous a préoccupés. Certains, juste encore, au dernier moment, disent mais j'ai ma fiche. Mais s'il en est ainsi, moi, j'irai signer ma fiche au président Patrice Talon. Nous avons voulu, au nom de l'ouverture, réserver notre... Mais avec ce que ça, nous ne comprenons plus. Des collègues m'ont dit, en tout cas, que les autres, ils ont parrainé l'opposition. En ce qui concerne l'inclusivité de l'élection présidentielle, les responsables du parti n'ont aucun doute. Vous avez vu certains venir se présenter seuls, alors que notre Constitution dit qu'il faut se présenter en duo. Vous avez entendu certains venir dire que les autres ne demanderont de parrainage à personne, alors que la Constitution dit qu'il faut le parrainage. Vous avez vu certains venir en duo, alors qu'ils reprouvent la Constitution qui prévoit le duo. La Sénat et la Cour constitutionnelle feront leur travail. Union progressiste souhaite et veut œuvrer pour une élection pacifique, transparente, libre et inclusive. Le mouvement Ordre Nouveau pour un Bénin prospère vulgarise les actions du PAG. Ses membres ont effectué une sortie médiatique ce samedi. Le point de Lénaïk Agbazaou et de Simon Villon. Ordre nouveau pour un Bénin prospère. Ainsi est baptisé ce nouveau creuset politique qui se veut défenseur des acquis de la rupture. Le Bénin vit des réformes en profondeur dans tous les secteurs, avec des résultats probants. L'essai gagnant,
actuel doit se transformer en un ordre nouveau. Cela exige une rupture totale, car si les réformes vont bon train, il y a des résistances multiformes qui travestissent l'esprit et le but des dites réformes. Il est urgent qu'il y ait des gardiens de ce changement dans notre pays. D'où la naissance du mouvement Ordre Nouveau pour un Bénin prospère. Je répète qu'il nous faudrait des gardiens de ce changement radical. C'est là l'objectif cardinal de notre mouvement. À l'occasion, le chapelet de réalisation à l'actif de l'actuel exécutif est égrené. Des réalisations qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises. Aujourd'hui, le délestage est vaincu. L'accessibilité à l'eau potable à toutes les couches vulnérables. Nous avons en mémoire quelques exemples venant des collines. Un système de gouvernance qui a permis d'assainir l'économie nationale, de sorte qu'elle soit résiliente. Une politique nationale volontariste de protection sociale qui rend l'accès aux soins de santé possible aujourd'hui aux pauvres extrêmes et aux pauvres non extrêmes. La mise en œuvre de la réforme du système partisan. Le visage actuel de nos villes, Cotonou, emblématique de cet exemple. Les marchés modernes en construction, la lutte rigoureuse contre les faux médicaments. Le programme d'action du gouvernement porte ses fruits. Le Bénin se transforme et pour la coordination du mouvement Ordre Nouveau pour un Bénin prospère, l'action gouvernementale doit être saluée et vulgarisée. L'essai de la rupture est le choix d'agir simultanément sur les leviers politiques, administratifs, économiques et sociaux pour mettre le pays en mouvement, en impulsant une relance rapide, massive et durable de l'économie. La coordination du mouvement Ordre Nouveau pour un Bénin prospère appelle tous les Béninois, de toute tendance idéologique et toute appartenance politique, à placer les intérêts du Bénin au-dessus des questions de politique et à s'engager de toute urgence en soutien des ruptures de maintenant et à venir. Les membres de ce mouvement politique entendent régulièrement organiser des rencontres pour mieux éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les réformes salvatrices du gouvernement. Sachez, mesdames et messieurs, que Jules Aroga, le tout nouveau procureur de la République du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a pris fonction hier vendredi. Il succède ainsi à Mario Metonou. Jean-Claude James et Igor Ayoso reviennent sur la cérémonie de prise de service. L'audience est ouverte. Ici, pas d'accusé à la barre, car ce n'est pas une audience d'assises, mais plutôt d'installation du nouveau procureur du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Jules Aroga, qui succède à Mario Metonou. De tempérament calme, Monsieur Jules Aroga a toutes les qualités non seulement intellectuelles, mais aussi morales requises pour occuper ce poste. C'est donc tout naturellement que l'autorité de nomination l'a distingué et honoré. Monsieur le procureur de la République, la fonction qui est désormais la vôtre est certes lourde et délicate, mais grâce à vos qualités de manager, de professionnel rompu et surtout à votre humilité, nous sommes convaincus que vous allez réussir cette noble mission républicaine. Titulaire d'une maîtrise en droit, option droit des affaires et carrière judiciaire, il passe avec succès le concours des auditeurs de justice en 2006. Pur produit de l'École nationale d'administration et de magistrature, d'où il sort en 2009 pour intégrer le corps de la magistrature un an après. En 2011, il prête serment pour devenir magistrat et est ensuite installé comme juge du 4e cabinet d'instruction du tribunal de Porto-Novo. Depuis octobre 2018, il assume le rôle de premier substitut du procureur de la République près le tribunal de Cotonou jusqu'au 6 janvier 2021, date de sa nomination
comme procureur de ce tribunal. Je vous le disais en début de journal, l'information circule depuis plusieurs heures. Galiou Soglo, fils de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, et ancien ministre qui a récemment déclaré sa candidature à la présidentielle, aurait essuyé des coups de feu. Et nous recevons dans ce journal le procureur de la République du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, Aubert Kodjo. Bonsoir. Oh, bonsoir, madame la journaliste. Alors, qu'est-ce qui s'est concrètement passé hier? Ce qui s'est concrètement passé pour l'heure, il est trop tôt pour dire avec précision ce qui s'est passé. Ce que nous savons, c'est que M. Galiou Soglo a été agressé alors qu'il se rendait sur sa ferme. Voilà un peu ce qu'on peut dire de façon globale. Mais à l'heure actuelle, quelles sont les démarches que vous menez pour identifier les auteurs de cet acte? Comme toute infraction, dès que le procureur de la République en a été informé, j'ai aussitôt instruit l'unité de police judiciaire territorialement compétente qui est le commissariat d'arrondissement de Zinvier pour mener une enquête dans les règles de l'art. Aller sur les lieux de l'agression pour faire les constatations d'usage, procéder à l'audition de la victime, auditionner les témoins et toutes les personnes qu'on peut entendre dans le cadre d'une telle enquête et mener les investigations utiles pour que de façon diligente, on puisse parvenir à la manifestation de la vérité. C'est ce qui est en train de se faire et c'est ce qui va certainement de façon rapide aboutir à un résultat. Mais là, tout de suite, est-ce que vous avez déjà des pistes? Il est prématuré de dire qu'on n'a pas de pistes. Il est aussi prématuré de dire qu'on a déjà deux pistes certaines. Ce qui est sûr, toutes les options sont sur la table et l'enquête suit son cours. Depuis ce matin, l'information fait le tour des réseaux sociaux, les gens s'affolent, etc. Quel est le message que vous avez à adresser aux populations qui vous écoutent actuellement? Par rapport à la population, il y a lieu de leur dire de garder leur calme et d'être serein. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un communiqué que, si vous le permettez, je voudrais bien adresser aux téléspectateurs pour dire que, relativement à l'agression de M. Galiou Soglo, que le parquet d'Abomey-Calavi en a été saisi, de ce que le vendredi 5 février 2021, aux environs de 20h, M. Galiou Soglo a essuyé des coups de feu sur une piste de 3,50 m de large, piste située à 2,7 km environ de la voie bitumée qui traverse Zinvier. Il se rendait en ce moment-là avec son véhicule Lexus 470 sur sa ferme, située dans l'arrondissement de Zinvier, dans l'arrondissement de Poiron plutôt, à Abomey-Calavi. Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'ai prescrit au commissariat de Zinvier d'ouvrir une enquête dans les règles de l'art, de faire les constatations d'usage, d'auditionner la victime, les témoins, tout autre sachant, d'interpeller éventuellement, d'arrêter en vue de leur déferment les auteurs de ces faits et de me tenir informé au fur et à mesure du déroulement de l'enquête que d'ailleurs je coordonne avec les unités de police judiciaire impliquées. Le parquet, près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que tout est mis en œuvre pour élucider les circonstances exactes de la survenue des faits en cause et engager les poursuites judiciaires conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. J'en appelle donc au calme et à la sérénité de tous en vue de la conduite diligente des investigations en cours. Je recommande par ailleurs aux uns aux autres de s'abstenir de divulguer, de propager, y compris sur les réseaux sociaux, des informations de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et conduire à des conclusions hâtives qui sont de nature à nuire à la procédure. Le parquet, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi,
ne manquera pas de tenir informé l'opinion publique nationale et internationale de l'évolution de l'enquête. Merci Aubert Kojo d'avoir été l'invité de ce 20h. Ce journal se poursuit. Les travaux de la 34e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont démarré ce samedi par visioconférence. Plusieurs points seront abordés au cours de cette session qui marque également la fin du mandat du président sud-africain à la tête de l'Union africaine. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Rebecca Kenjaoudé et Igor Ayosso. À l'écran, des chefs d'État et de gouvernement africains. En face, dans cette salle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, représentant le président Patrice Talon. Les débats vont se focaliser notamment sur le thème « Art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons ». Un thème en lien avec les réformes du gouvernement béninois. On peut faire un parallèle entre la stratégie de développement du Bénin et ce thème, puisque voilà un pays où nous avons, choisi d'utiliser l'art, d'utiliser la culture, notre patrimoine, le tourisme, pour accélérer notre économie. Et il est heureux que l'Union africaine, je ne veux pas dire qu'elle s'est inspirée seulement du Bénin, mais elle s'inspire de ce que les États font de bien. Et donc que l'Union africaine choisisse aujourd'hui ce thème-là comme le thème de l'année me réjouit. Cela veut dire que, quelque part, le Bénin, et dans ce domaine précis encore, est dans la bonne voie. Parce qu'on peut utiliser effectivement l'art, la culture, le patrimoine pour accélérer le développement. Tout notre combat sur, par exemple, la restitution des biens culturels sera convoqué dans ce débat-là pour pouvoir voir comment, avec les œuvres d'art, comment est-ce qu'à partir de ce que nous représentons, ce qui nous définit, à savoir notre patrimoine, nous pouvons accélérer notre développement. Cette session va également aborder plusieurs autres questions, notamment celles liées à la réforme de l'Union à travers la restructuration de ces institutions. Le Bénin, lors du Conseil des ministres, il y a 72 heures, j'ai fortement indiqué qu'une institution qu'on appelle la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et qui en ce moment est dans une dérive totale, mérite d'être réformée. C'est le but ultime. Mais pour le moment, les amendements que cette Cour a apportés à son règlement intérieur, en violation totale des textes qu'il a créés, m'ont amené à demander que les deux articles que cette Cour a essayé de manière très habile, à l'insu de tout le monde, a essayé de mettre en place, que ces articles soient considérés comme nuls et non avenus, et avec les conséquences de droit qui s'y attachent. Et je veillerai très fermement au cours de ce sommet à insister pour que ce point soit abordé dans le cadre des réformes. La crise sanitaire actuelle due au coronavirus, la question de l'entrée du vaccin dans les pays africains et la question cruciale du lancement de la zone de libre-échange sont aussi des sujets qui feront objet de débat au cours de cette session. Un autre enjeu majeur, le renouvellement des instances de la Commission de l'Union africaine. Sur la question, la position du Bénin est aussi connue. Je peux vous dire déjà que le Bénin a opté de soutenir M. Moussa Faki Mahamat pour la qualité du travail qu'il a fait. Maintenant, pour les autres postes de commissaires, la CEDEAO a tenu le 2 février dernier un sommet extraordinaire sous le leadership du président Nana Addo pour que nous puissions aller dans ces élections de manière stratégique. Alors, notre stratégie, évidemment, je ne la dévoile pas encore, même si le sommet est en cours. Notre stratégie est, en tout cas, de briguer au moins 2 postes de commissaires, et pas des moindres. Pas des moindres. Le premier poste que nous voulons briguer, c'est le poste de commissaire paix, sécurité et affaires politiques, qui est un nouveau poste, qui part de la fusion de l'ancien poste des affaires politiques et de paix et sécurité. Tout ceci devient un seul poste. Pourquoi? Parce que la question de la paix, la question de la sécurité en Afrique est importante aujourd'hui. Le terrorisme, toutes ces menaces qui sont là et auxquelles nos pays sont confrontés, justifieraient que l'Afrique de l'Ouest prenne le leadership dans ce domaine-là pour que nous puissions avancer. Maintenant, le deuxième poste que nous voulons,
bien évidemment, cela ne doit pas vous surprendre, c'est celui qui traite des affaires humanitaires et de la santé. La pandémie est là et nous estimons que notre sous-région a des réponses plus intéressantes à apporter au reste du continent. Le Bénin s'associe entièrement à la stratégie qui a été convenue lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 2 février dernier et j'ai bon espoir que nous réussirons à obtenir pour notre sous-région, pour l'espace CEDEAO, ces 2 postes-là parce que nous pouvons faire la différence. L'autre temps fort de l'ouverture de ce sommet, c'est aussi la passation de charges entre le président sortant de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi. Je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte en toute humilité d'assumer. Le nouveau chef de l'Union africaine place son mandat sous le signe d'une Union africaine au service des peuples. Ce 6 février, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales. L'OMS estime qu'entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale à travers le monde. Bien que des progrès aient été réalisés pour mettre fin à cette pratique, elle n'a pas pu totalement être éliminée et pourrait même être considérée comme une violation des droits humains. Regardez. On nous a rattrapés. On m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti et je me suis couché. On m'a accusé. C'est ça, sans sauter. C'est le témoignage d'une fille de 14 ans victime de l'excision. Cette pratique qui existe toujours dans les sociétés africaines. On commence 3 mois, elles ont peut-être en fait. Mais 2 fois, elles ont 18 ans. On les fait. 2 fois des mamans même. Souvent, elles vont saigner, ils vont tout faire, la personne décède. Elle meurt dedans. Chaque année, l'UNICEF estime que près de 4 millions de filles dans le monde, pour la plupart âgées de moins de 15 ans, risquent d'être victimes d'une mutilation génitale. Une pratique perçue comme un héritage au sein de plusieurs communautés africaines. Les mutilations génitales féminines consistent à l'ablation totale ou partielle de l'appareil génital féminin et qui ne relève pas d'une prescription médicale. Les mutilations génitales féminines sont une pratique héritée de certaines cultures à travers des communautés. Je pense que le monde évolue. Il y a certaines pratiques qu'il faut laisser honnêtement. Il faut laisser certaines pratiques parce que ça met en danger l'avenir de la femme. Ça met en danger l'avenir de l'être qui subit cela. Cette pratique, au fil des années, est considérée comme une violation des droits humains. Elle est prise en compte par des dispositions législatives et juridiques de plusieurs pays. C'est le cas du Bénin qui a depuis 2003 adopté la loi portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines. Au regard donc de cette loi, la pratique des mutilations génitales féminines est interdite. Et lorsque vous en venez à être reconnu coupable d'une telle pratique, d'ordre général, vous allez être sanctionné non seulement par une peine d'emprisonnement qui va varier entre 6 mois à 3 ans, mais vous allez aussi payer une amende qui va varier entre 100 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA. Et lorsque la victime, votre victime s'avère être une mineure, la sanction elle est plus corsée. Et donc en ce moment-là, votre peine d'emprisonnement va aller jusqu'à 5 ans selon les circonstances, selon le cas. Et vous allez payer une amende qui va aller jusqu'à 3 millions de francs CFA. Mieux, lorsque par hasard, la victime en vient à perdre la vie, vous allez être encore plus sévèrement puni par la loi. Et en ce moment, vous allez écoper de travaux forcés allant de 5 ans à 20 ans. Et votre amende également va se voir plus élevée. La même loi stipule que les auteurs de cette pratique ne sont pas les seuls à être sanctionnés. Les personnes qui y ont contribué se verront aussi punies pour cet acte.
Il s'est invité pratiquement dans notre quotidien. Nous y passons le clair de notre temps à faire soit des recherches, soit des achats ou encore à discuter avec des amis. L'Internet devient incontournable de jour en jour, mais est-il pour autant sécurisé? Quels sont les dangers auxquels nous sommes exposés quand nous naviguons sur le web? La rédaction nous propose à l'occasion de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr un reportage sur les dangers liés à l'utilisation de l'Internet et les conseils pour une hygiène numérique. Rebecca Kendiaoundé, Patrick Nimava. Internet, un réseau informatique mondial. D'après le site LifeStat, plus de 4,79 milliards de personnes dans le monde avaient accès à Internet fin 2020. Ils étaient 4,54 milliards en 2019, soit une augmentation de 5,5%. Et depuis, les chiffres ne font que grimper. Internet devient donc incontournable. Son importance n'est plus à démontrer. La diversité des services et les opportunités qu'il offre le rendent attrayant aux yeux de ses utilisateurs. Tant d'avantages, mais moins de sécurité pour ses usagers. Selon cet expert de la cybersécurité, Internet est vecteur de menaces permanentes, aussi bien pour les adolescents que pour les parents. Il y a plusieurs menaces aujourd'hui sur Internet. La plus en vue, aujourd'hui, c'est le phishing. On vous envoie un message comme quoi, bon voilà, c'est ce qui se fait au quotidien aujourd'hui. Vous avez peut-être gagné un lot, et il faut faire ci, faire ça, c'est ce qui est le plus usuel. Il y a aussi beaucoup d'autres menaces, il y a la pédopornographie. À tout ceci s'ajoute la cybercriminalité, la cyberintimidation, la désinformation, la sextorsion et même le vol des données personnelles à des fins commerciales. Face à tout ceci, une question s'invite. Comment faire alors pour rendre Internet plus sûr pour ses utilisateurs? On ne cessera jamais de le dire. Les mots de passe, il faut renouveler régulièrement les mots de passe. Il faut les rendre complexes, mettre des chiffres, des lettres en minuscules, en majuscules, les caractères alphanumériques, tout ça. Et pour, disons, rendre complexe en fait ceux qui cherchent à casser les mots de passe. La deuxième chose à faire, surtout pour éviter en fait d'être vulnérable sur Internet, c'est d'éviter de se connecter au Wi-Fi gratuit. Ça constitue une grande menace. Il y a des gens qui arrivent dans un environnement donné, ils voient un Wi-Fi gratuit, se connectent, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas conseillé. Et il y a des gens, des personnes malveillantes qui, par exemple, vont s'asseoir dans des aéroports, qui ouvrent leur bon Wi-Fi à tous ceux aux passagers et ils arrivent à recueillir les données de ceux-là qui se connectent au Wi-Fi gratuit en question. Et il y a aussi les mises à jour des logiciels. Il faut aussi éviter en fait de laisser nos équipements numériques en mode administrateur. Il faut toujours les mettre en compte utilisateur, surtout quand c'est les plus jeunes qui veulent les utiliser. Ça leur permet de restreindre en fait les droits pour certaines tâches. Aussi les adresses mail que nous recevons, il faut les analyser régulièrement. Il faut bien verrouiller ces outils numériques et aussi pour finir les achats en ligne. Être très prudent parce qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui sont des miroirs et qui derrière vident les comptes des usagers. Et toujours pour rendre Internet plus sûr, une journée lui a été dédiée le 6 février. Elle s'inscrit dans la stratégie européenne en faveur d'une meilleure utilisation des réseaux d'Internet. Cette journée est également le moment où la population est sensibilisée à l'adoption de comportements responsables et sécuritaires sur le web. L'Université d'Abomey-Calavi, en partenariat avec le mouvement Capital Social Chrétien, a célébré hier vendredi la première édition de la Journée mondiale de la fraternité humaine. Cette célébration fait suite à l'adoption en Assemblée générale des Nations unies de la résolution proclamant le 4 février comme Journée internationale de la fraternité humaine. Robert Copin-Edor et Simon Vignon. Humanité et fraternité, deux valeurs qui rassemblent ici acteurs du monde universitaire,
membres de la société civile et représentants d'institutions pour la célébration de la Journée mondiale de la fraternité humaine, une première au Bénin. Cette édition prône la paix et la coexistence commune. Il était normal que nous puissions accueillir cette journée de célébration de la fraternité. Et lorsqu'on regarde les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, la hausse de la violence, des actes d'intolérance, nous en connaissons malheureusement aussi sur le campus. C'est donc l'occasion de nous regarder les yeux dans les yeux, surtout de nous écouter, de réfléchir à trouver les passerelles de communication, les passerelles d'échange, pour que chacun de nous soit davantage imprégné des motivations des uns et des autres, pour qu'ensemble nous puissions communiquer, nous puissions interagir, pour que, au-delà de nos chapelles, au-delà de nos espaces de communion, nous puissions tous être les porteurs du message divin, le Dieu dont nous réclamons tous. La célébration du 4 février, proclamée par les Nations Unies comme Journée internationale de la fraternité humaine, est l'aboutissement des doléances formulées par le pape François et l'imam Al-Azad Ahmed le 4 février 2019. Avec cette journée, allez aux origines de notre culture, découvrez dans l'Évangile, dans l'islam et dans tout groupe dont le nom est porteur d'avenir, les ressources par lesquelles nous pouvons, comme le pape et l'imam, le grand imam du cœur, penser nos problèmes et voir comment tout faire aujourd'hui pour que nous ne soyons pas, nous ne continuons pas d'être impuissants devant nos problèmes. On ne peut pas comprendre que l'Africain, qu'on dit être partout frère, que lorsqu'il a des problèmes, il n'arrive pas toujours à voir dans l'autre un frère pour s'asseoir. Alors Dieu nous aide vraiment à comprendre ce que c'est la fraternité dans notre culture, dans notre vie nationale, pour faire de cette journée non pas un événement, mais un avènement, l'amour qui vient au quotidien dans notre vie pour nous aider à nous rassembler. Plusieurs communications relatives à la fraternité et au capital social, ainsi que des interventions par visioconférence, ont meublé cette célébration. À présent, direction le web pour notre revue hebdomadaire. Les préparatifs de l'élection présidentielle ont encore alimenté les commentaires en ligne. D'autres informations sont aussi à découvrir dans les échos du web de ce soir. Une compilation de Maurice Tantan et de Fawaz Olaonikbeko. Cette semaine, l'élection présidentielle d'avril 2021 a encore fait bouger la toile. Ces derniers jours, les commentaires ont tourné autour de l'enregistrement des dossiers de candidature à la Sénat. Sujet récurrent chez les internautes, les candidatures féminines au regard des duos présentés. Pour quelques internautes, la jeune féminine semble avoir été reléguée au second plan dans la composition des tickets présidentiels. On remarque que toutes les femmes ont opté pour le poste de vice-président, constate un internaute sur Twitter avant de s'interroger. Est-ce à dire que la femme béninoise est incapable d'assumer le rôle de président de la République? La question reste sans réponse à son niveau. Dans le même temps, un autre internaute dit constater, malgré l'absence des figures féminines auxquelles nous étions habitués, un nombre plus grand de candidatures féminines. À ce propos, il décerne une palme d'or à Madame Françoise Baïdo, autodéclarée candidate unique, et au parti Les Démocrates qui a désigné une femme en qualité de candidate leader du duo. Pendant ce temps, d'autres se sont interrogés sur l'impact de la réforme du système partisan sur le nombre et la qualité des dossiers de candidature enregistrés. La réforme du système partisan a-t-elle réglé le problème de dépôt de candidatures fantaisistes à l'élection présidentielle? S'est demandé un internaute sur Facebook. Pour lui, la réponse est négative. Au chapitre des nouvelles du monde de la tech, Jeff Bezos a fait les grands titres sur la toile cette semaine.
Et c'est une page qui se tourne car l'emblématique fondateur et patron d'Amazon a annoncé mardi qu'il quittera en septembre son poste de directeur général. Dans un courrier adressé à ses employés, Jeff Bezos a indiqué qu'il comptait se consacrer à des causes philanthropiques, à l'espace et au Washington Post, un quotidien américain qu'il a racheté. Mais s'il quitte la direction quotidienne de l'entreprise, Jeff Bezos conserve son poste de président du conseil d'administration d'Amazon. Leader mondial du commerce en ligne, Amazon assure à son patron une richesse conséquente. Jeff Bezos est le deuxième homme le plus riche du monde avec une fortune évaluée à 194 milliards de dollars américains. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.